Rapidement, peut-être par rapport à Claude Lévi-Strauss, moi, il me semble que c'est un auteur qui m'a beaucoup influencé et ça m'a permis de mieux saisir un certain nombre de logiques sociales, notamment par rapport à ces paires d'opposition, en fait, qui nous permettent, au fond, mais de façon heuristique, en fait, de mieux saisir les enjeux. Bien sûr, avec toujours le souci quand même de réinscrire ça dans l'histoire. Mais quand même, on a besoin à un certain moment de structure, on a besoin à un certain moment d'une prise de distance par rapport à l'événement ou à l'événementiel pour mieux saisir les enjeux. Donc, de nouveau, il ne s'agit pas d'opposer l'histoire ou de l'historicité à la structure, à la pure structure. Les deux, finalement, jouent ensemble. Et bien sûr, moi, je trouve que le texte de Lévi-Strauss sur le totémisme, il reste absolument lumineux, quoi. Enfin, tout comme, d'ailleurs, la logique classificatoire de Durkheim, enfin, sur les éléments, les structures élémentaires de la religion, enfin. Donc, je trouve que ce sont des leçons méthodologiques extrêmement importantes, hein. Le fait social, comme l'explique Durkheim. Donc cette nécessité, au fond, d'aller au-delà de l'évidence pour saisir des logiques sociales, non pas cachées ou sous-jacentes, enfin, non pas cachées, mais en tout cas sous-jacentes, donc on peut expliciter. Donc de ce point de vue-là, je reste redevable finalement à Lévi-Strauss et redevable à sa méthode, même si, bien sûr, par ailleurs, on peut toujours dire oui, bon, il n'a pas tenu compte du changement. De toute façon, on peut pas, c'est une pensée tellement forte et tellement qu'on ne peut pas s'occuper de tout, quoi. Enfin, donc, il avait déjà beaucoup à faire. Bon, voilà. Donc, donc je n'ai pas du tout mis de côté Claude Lévi-Strauss, j'ai pas mis de côté non plus Marie Douglas, quoi. Enfin, par exemple ses réflexions sur le pur et l'impur, donc elle relève quand même aussi d'une certaine logique structurale, quoi. Enfin, et que je pense qui reste extrêmement prégnante et active. D'ailleurs, dans le structuralisme, je retiendrai beaucoup de choses. Enfin, c'est-à-dire moi aussi, j'ai été nourri à l'école structuraliste, et moi, j'ai bien sûr Lévi-Strauss, mais aussi Foucault, quelque part. Enfin, il y a une phase enfin, structuraliste. Pourquoi, en fait, cette phase structuraliste, moi, m'intéresse? C'est parce que ça permet de déconstruire les évidences des objets, hein, et de la naturalité. C'est ça qui est important. Donc, c'est cette dimension heuristique du structuralisme qui m'intéresse. Euh, Bon, alors une autre dimension aussi qui m'a beaucoup intéressé dans le structuralisme, c'est un peu une lecture, la lecture structuraliste de Lacan, quoi. Enfin, donc de nouveau, quoi, la question, bon, du langage et le fait que on peut expliquer notamment la sexualité à travers un raisonnement structuraliste, par exemple par rapport à la question de la parenté, de l'engendrement, en fait. Ce qui fait, ce n'est pas la semence qui fait l'engendrement, c'est plutôt une logique sociale, une logique classificatoire. Donc voilà, il me semble que de ce point de vue-là, j'insiste en fait pour rappeler en quoi je suis redevable et en quoi on continue à être redevable à ce bouillonnement en fait structuraliste, malgré bien sûr tous les excès. Alors, pour revenir justement au changement social, puisqu'on l'a évoqué, euh, le changement social m'a apparu un élément très important parce que tout simplement, il suffit de nous inscrire dans l'histoire des sociétés pour saisir la nécessité finalement d'une contextualisation historique, même quand il s'agit de réfléchir sur des objets qui relèvent de logiques sociales profondes, comme la parenté. C'est vrai qu'on donne la parenté comme l'élément par excellence de la logique et puis de la logique structurale, mais on sait très bien en fait que la parenté relève aussi d'une certaine forme d'hétérogénéité, et on le sait d'autant plus aujourd'hui que on est dans une société où les systèmes de parenté ont beaucoup bougé. C'est-à-dire, au fond, ce qui s'est passé, peut-être avec le structuralisme, c'est que parfois, on a pris
on a pris pour argent comptant les structures, alors que au fond, ces structures n'étaient euh, un moment historique, de stabilité historique, hein, et que c'était une parenthèse finalement. Et que finalement, les objets sociaux bougent tout le temps, changent. Mais il y a des périodes, effectivement, on a l'impression d'une plus grande stabilité. Alors le structuralisme, peut-être idéologiquement parlant, a été l'expression d'une certaine forme de stabilité. Une stabilité des formes de parenté, une stabilité des formes morales, une stabilité des formes intellectuelles. Mais aujourd'hui, si on prend, aujourd'hui, on fait une lecture actuelle, on s'aperçoit qu'au fond, que les formes de parenté, depuis 20 ans, ont beaucoup bougé et ont rendu intenable en fait une lecture purement structurale ou purement structuraliste de la parenté. Non seulement il y a eu il y a eu des changements à tous les points de vue, en fait, au niveau même de la procréation, enfin de la procréation assistée, de la succession des générations, etc. Donc aujourd'hui, on découvre plutôt des objets hétérogènes et des objets mouvants. Bon, donc voilà, c'est juste aussi pour dire que les méthodes aussi relèvent souvent d'une période historique, elles ont été stabilisées et c'est ce qui peut nous donner l'impression que le structuralisme à un certain moment était une théorie qui devait durer de toute éternité. Bon. Mais bon, malgré cela, et malgré tout, on peut dire que le structuralisme reste encore opératoire pour analyser, au-delà d'ailleurs de la diversité et de l'hétérogénéité des formes de parenté, on peut saisir un certain nombre de logiques structurales qui restent quand même pertinentes, qui restent opératoires, quoi, derrière la profusion des nouvelles formes de parentalité. Donc, vous voyez, donc de nouveau, en fait, on retrouve au fond l'intérêt d'associer l'histoire et la structure. Et qu'il ne faut vraiment pas opposer l'un à l'autre, et il ne faut pas abandonner l'un au détriment de l'autre, et il faut au fond être dialectique. Donc voilà, c'est juste pour rappeler que pour moi, il ne s'est jamais agi d'opposer l'un à l'autre, au contraire de les articuler de façon étroite. Alors pour revenir au changement social, donc c'est dans ce cadre-là justement que je me suis intéressé au changement social. Alors, bien sûr, l'impulsion, elle est venue de la critique interne qu'on a pu faire à l'intérieur de la théorie anthropologique. On a commencé à critiquer des théories de la culturation. Donc on se rappelle très bien qu'on a vécu dans les années 60, enfin 40, 50, 60, jusqu'à les années 70, le paradigme de la culturation. Hein. Vraiment, là aussi, on était dans ce schéma évolutionniste, tradition, modernité, et comment articuler le changement pour manifester au fond un peu de mobilité dans les sociétés traditionnelles ou primitives, c'était de dire, oui, bon, ben, alors, dans les situations de contact, il y a un processus d'acculturation. Hein. Et ces théories de l'acculturation, finalement, m'ont beaucoup intéressé dans la mesure où, quelque part, j'ai trouvé que bien sûr, c'était idéologique, enfin, parce que ça traduisait cette vision évolutionnaire ou évolutionniste des sociétés, et que l'acculturation, en fait, elle est venue comme un paradigme pour expliquer la nécessité du changement tout en préservant ou tout en maintenant dans leur spécificité les sociétés dites primitives ou les sociétés traditionnelles qui, par définition, seraient moins enclines au changement. Hein. Donc les théories de la culturation, je m'y suis beaucoup intéressé dans la mesure où avant de travailler sur l'étude du cargo, et avant de faire ce terrain sur l'étude du cargo, je me suis intéressé aux théories de la culturation à travers le terrain des Indiens d'Amérique du Nord et des mouvements socio-religieux des Indiens d'Amérique du Nord. Bon, j'ai une fascination et j'y avais pas fait un terrain là-bas, hein, donc c'est purement livresque. Ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre comment en fait les théories de la culturation et notamment les théories de l'anthropologie expliquent le changement social ou n'expliquent pas plutôt le changement social dans les sociétés primitives. Et ce qui m'intéressait, c'était ce qu'on a appelé les mouvements millénaristes ou les mouvements nativistes. Hein. Voilà, des sociétés primitives qui n'ont pas vécu le changement, qui ne connaissaient pas le changement, et qui étaient stables, et qui étaient en dehors de l'histoire en quelque sorte, voilà, sous l'impact de la civilisation blanche, sous l'impact de la modernité, se trouvent obligés de bouger. D'où ces mouvements
comment dire, d'adaptation, hein, des structures pour pouvoir continuer à exister tout en se soumettant au changement, hein. Donc toutes ces théories de l'acculturation qui ont été développées notamment aux États-Unis, d'ailleurs à travers la sociologie, mais aussi à travers l'anthropologie, et qui ont eu beaucoup d'ampleur dans les mouvements nativistes, ça m'a permis finalement de déconstruire ces théories et après de l'appliquer, ou en tout cas de l'utiliser pour comprendre mieux les cultes du cargo, hein. Et bon, là, on va pas s'attarder là-dessus, mais enfin, quand même, il ne faut pas oublier que les cultes sur l'acculturation, c'est des cultures, c'est des théories qui ont duré pendant très longtemps. Et c'était vraiment l'idée qu'il y avait une adaptation presque mécanique des sociétés primitives au changement imposé. Et on voyait le changement toujours dans un seul sens. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune idée de la capacité de résistance des sociétés, aucune idée de la capacité de réinvention et de réélaboration. Donc on était dans un schéma purement mécaniste où on s'adapte toujours dans le sens de la structure moderne, dans le sens de la structure la plus forte. Et ça m'a beaucoup frappé finalement en me disant, mais comment au fond peut-on développer des théories aussi peu inventives, aussi peu charitables, je dirais même par rapport aux sociétés sur lesquelles travaillent les anthropologues. Donc il y avait une sorte de dédain en fait pour ces sociétés, et puis peut-être aussi une sorte d'aveuglement. Et c'est là où j'en suis venu presque simultanément, à partir de ce terrain purement théorique, hein, mais aussi de fascination quand même pour ces Indiens Native American, et à travers les formes religieuses, enfin dance, Sundance et autres, enfin donc tous ces mouvements qu'on a amalgamés sous le vocable de millénariste. On va le retrouver en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on va les retrouver aussi sur d'autres terrains pour expliquer le changement par nécessité puis par à-coup. Donc le millénarisme est apparu un peu un fourre-tout pour expliquer le changement, mais un changement qui passe par la religion, comme si ces sociétés étaient purement religieuses, et s'il y a un changement qui pouvait venir, il ne pouvait venir que des formes religieuses. Donc là aussi, il y avait déjà une mauvaise lecture par rapport à la centralité du religieux dans ces sociétés. Alors même que moi je pense, et avec d'autres, que la centralité dans les sociétés primitives, elle n'est pas du tout religieuse, elle est politique. Donc il y a énormément de choses encore à dire. Donc, et c'est là où j'en suis venu au culte du cargo, parce que ça a été un excellent terrain pour mieux saisir ces enjeux à la fois théoriques, mais aussi politiques et idéologiques. Mais avant de m'arrêter au culte du cargo, qui a constitué quand même pour moi un terrain important, je vais m'arrêter à un autre exemple de tradition et modernité, de changement social. C'est les Alpes valaisannes. Bon, il se trouve que j'étais assistant à l'université de Lausanne. J'étais en train de faire ma thèse sur les cultes du cargo, je la préparais, mais j'étais assistant d'enseignement avec Gérald Berthoud, qui a travaillé notamment au Nigeria, qui a fait un terrain classique au Nigeria, et il a produit une monographie ou plusieurs monographies. Et puis après, il a décidé de travailler sur une structure moderne, la montagne. Donc il a fait un deuxième terrain sur les changements de la montagne, les changements modernes de la montagne. Donc c'est dans ce cadre-là en fait que je me suis intéressé aux Alpes valaisannes. C'est vraiment grâce à Gérald Berthoud et grâce à son terrain. Et on a constitué ensemble un terrain de recherche pour les étudiants. Donc un terrain où on apprenait les étudiants à faire du terrain, en fait, à poser un certain nombre de questions, à construire les objets. Et ce choix, pour moi, a été extrêmement important parce que ça m'a permis, avant même l'étude du cargo, ça m'a permis de me confronter à une problématique de la tradition de la modernité, au cœur même de la modernité industrielle. Et quand on parle de la montagne, c'est vrai qu'on peut avoir une vision passéiste, et on l'a d'ailleurs. On a une vision exoticisante, comme quoi l'exotique n'est jamais loin, quoi.
On peut parfaitement retrouver l'exotique en n'allant pas très loin, et notamment dans les Alpes. Et on sait qu'il y a toute une littérature qui nous a précédés. La découverte de la montagne, le 19e siècle, le mauvais sauvage. Le montagnard était considéré comme mauvais parce qu'il n'appartenait pas à la structure industrielle moderne, il n'appartenait pas aux gens de la plaine, le crétin des Alpes. Enfin, donc, il y a toute une imagerie, il y a tout un stéréotype sur le montagnard qu'il fallait civiliser. Et qu'il fallait civiliser par l'industrie, par l'éducation. Donc, c'était un travail conjoint à la fois de l'Église, mais aussi de l'État, des structures modernes de l'industrie. Donc, on voit bien en fait que la tradition est une invention chaque fois. Et dans le cas particulier de la montagne, on a construit l'image d'un mauvais montagnard qui était incapable de développer et d'exploiter son propre environnement. Donc c'est juste pour dire, en fait, on est toujours le sauvage de quelqu'un. Donc il n'y a pas besoin d'aller vraiment très loin pour saisir que la question de la modernité et de la tradition, elle est au cœur même de notre contemporanéité. Bon, donc moi, ça m'a beaucoup intéressé, et avec Gérald Berthoud, on s'est intéressé, et moi particulièrement, à la question des images de la montagne au passé et au présent. Et pour montrer en fait que le 19e siècle a été un siècle de normalisation, un siècle d'intervention sur la montagne pour éduquer les montagnards, pour leur montrer comment il faut exploiter et pour aboutir dans les années 40-50 aux grands barrages et aux grandes entreprises. Et en forçant vraiment le montagnard à changer parce qu'il était incapable de se cultiver lui-même et de se produire. Donc on avait besoin de l'industrie, on avait besoin des barrages hydrauliques et on avait besoin d'une élite bienveillante qui allait guider le montagnard vers un progrès radieux, quoi, en fait. Et il y a eu une sorte de normalisation, effectivement. Et dans la foulée, finalement, le montagnard a été en quelque sorte normalisé aussi par rapport à la découverte touristique de la montagne. Donc il ne faut pas oublier en fait que la montagne, à la fin du XVIIIe, la découverte de la montagne, notamment à travers les voyageurs anglais, etc., est devenue le lieu par excellence de la découverte, le lieu par excellence pour les jeunes générations britanniques ou anglaises en fait, de pouvoir se distinguer, de faire l'alpinisme, etc. Donc on a développé toute une série de choses. Donc c'est dans ce cadre-là que je me suis, et avec Gérald Berthoud, on s'est intéressé à cette chose-là. C'est-à-dire, c'est quoi aujourd'hui, enfin dans les années 60, 70, 70, 80, c'est quoi la montagne? Donc il fallait historiciser, donc comprendre que la montagne est un processus historique, un processus de normalisation qui a été fait pour l'ouvrier au XIXe siècle, les classes dangereuses, les classes laborieuses, on retrouve exactement la même perception. Donc du montagnard qu'il faut civiliser. Mais franchement, il faut lire les descriptions des élites de l'époque, comment ils traitaient le montagnard. Et pourtant, c'est la même société. Hein, donc c'est pas les sauvages indiens qu'on colonisait ou bien qu'on mettait dans les réserves. Non, l'élite faisait partie, en fait. Une partie de l'élite, en fait, elle est d'origine montagnard elle-même, enfin, ou citadine, mais disons, on est dans la même culture, dans la même structure. Mais pour montrer que l'hétérogénéité, elle est aussi intrinsèque aux différentes situations sociales. Bon, voilà. Donc, s'intéresser à la montagne dans les années 60, 70, 80, c'était être confronté justement à tout ce changement qui a eu lieu sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan symbolique. Et comment, en fait, on a déclassé des pratiques sociales qui étaient considérées comme des pratiques dispendieuses, comme des pratiques sauvages, comme des pratiques de gens qui n'étaient pas économes. Là, par exemple, il y avait des repas funéraires très importants qui étaient censés manifester le prestige des personnes ou de la famille du mort. Donc, quelqu'un qui se respectait, il faisait des réserves de fromage et de vin pour son enterrement. C'est ce qu'on appelle les repas d'enterrement. Donc il y avait une forme de sociabilité extrêmement forte, mais tous ces éléments-là ont été cassés par la logique capitaliste, par la logique économique, et on a voulu normaliser, on a voulu montrer finalement que voilà, la montagne, elle devait se plier aux exigences économiques. Et d'ailleurs, ils y sont arrivés. Mais toute la question, justement, est de savoir jusqu'où
finalement, ce processus peut aller. Est-ce qu'on est confronté de façon inéluctable à une transformation et à une disparition des formes de sociabilité? Ben non. Et c'est notre recherche, c'est ce qu'elle a essayé de montrer. En fait, c'est une recherche anthropologique. Au cœur même de la montagne, mais une montagne industrialisée, barrage électrique, développement économique et surtout touristique. Verbier est une des plus grandes stations au monde, enfin de ski, donc où le jet set débarque, etc. Et ce qui est intéressant, c'est comment, en fait, dans ce contexte-là, des pratiques sociales ont perduré ou ont résisté. Et c'est ce que Gérald Berthoud a appelé, et ça, vraiment, on lui doit cet élément-là, c'est ce qu'il a appelé l'ethnorésistance. Hein, ça, c'est un terme qu'il a utilisé. L'ethnorésistance, c'est pour montrer, en fait, que l'ethnorésistance dans des situations de changement, c'est montrer qu'il y a des processus de changement, que les sociétés ne sont pas des sociétés passives, qu'elles résistent, mais selon une logique sociale propre. D'où ethno-résistance. C'est-à-dire, il y a du changement, mais ce n'est pas un changement qui va dans le sens de la culturation, de l'imposition, mais dans le sens où, finalement, les sociétés vont essayer d'élaborer des logiques de résistance, de réappropriation, de réinterprétation. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment un terrain excellent de ce point de vue-là. Et c'est ce qui nous a permis, en fait, de travailler cet objet-là, montrer qu'au corps même de la modernité, station de ski, comportement économique et de consommation à l'avant-garde, enfin, du capitalisme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur même de cette structure capitaliste, qu'est-ce qui a perduré? Une forme de sociabilité qu'on a pensé qu'elle allait disparaître. C'est des formes de sociabilité qui sont tournées autour de la centralité de l'animal. Donc, pour aller vraiment très vite, dans ces sociétés, mais pas partout, pas dans toutes les vallées, mais enfin, ça dépend bien sûr des coins, il s'est trouvé que des changements très importants ont eu lieu, et ces changements ont produit des formes de réélaboration qui fait qu'un capitaliste ou un architecte ou un banquier qui relève de la structure la plus avancée, et qui sont eux-mêmes montagnards ou d'origine, enfin en tout cas qui continuent en fait qui vivent dans cet environnement et qui ont été socialisés à travers toutes ces valeurs, il y a eu un développement d'une pratique de résistance qui fait que derrière derrière ce développement économique effréné, on a gardé la pratique d'un élevage contemplatif, en quelque sorte, d'un élevage qui n'a rien à voir avec le développement économique, c'est-à-dire pour produire, pour avoir beaucoup plus de lait. On a gardé les vaches dans les étables, je vais l'expliquer après, on les a gardées pour en faire un objet de sociabilité et d'échange social et de prestige, de circulation de prestige. Donc c'est vrai que la plupart des gens qui sont devenus des éleveurs ou dans la famille étaient éleveurs, mais qui ont pu avoir des comportements économiques modernes, qui ont développé des comportements économiques modernes, ont développé des poches où l'élevage n'obéissait pas à une logique économique, malgré les interventions de l'État. L'État a tout fait pour que dans les régions de montagne, on développe des races bovines qui produisent beaucoup plus de lait. Hein, toujours dans la perspective justement d'un développement cohérent et d'un développement... alors, on s'est aperçu en fait que dans le contexte du plus grand développement économique et du plus grand développement capitaliste, on a développé une forme de résistance ou une forme de sociabilité qui contourne les logiques économiques les plus étroites pour manifester ce qu'on pourrait dire un espace de souveraineté, quoi. Enfin, un peu à Georges Bataille, c'est-à-dire un espace dans lequel, au fond, ce qui prime, c'est le prestige, ce qui prime, c'est la dépense gratuite et non pas la production. C'est vrai qu'on pourrait dire quand même, c'est quand même des riches qui le font. Enfin, voilà. Bien sûr,
c'est pas des paysans qui sont restés paysans et qui se sont arc-boutés sur leur tradition, les derniers résistants de Larzac, etc. Pas du tout. Non, non, c'est des modernes, c'est des capitalistes, mais qui ont réinventé des formes de sociabilité parce qu'ils ont estimé finalement que c'était important. Donc, comme quoi, pour aller très vite, qu'on peut parfaitement associer le capitalisme le plus débridé et aussi, d'ailleurs, un capitalisme qui a profité au fond des subventions de l'État. C'est-à-dire l'État a voulu maintenir une agriculture de montagne et donc des bovins, alors même qu'on aurait pu s'en passer, hein, puisque le développement de la montagne, c'est l'hydraulique, c'est le tourisme, etc. Mais on a pensé que c'était important de garder des paysans de montagne et une race bovine pour des raisons à la fois de sécuritaire, enfin parce que la Suisse n'a pas une sécurité alimentaire très importante, donc c'était important de garder des paysans et même de les subventionner. Donc en fait, c'est les subventions de l'État qui ont permis le développement de ce type de pratiques. Donc voilà, est-ce qu'on est dans la modernité, dans la tradition? C'est un mélange de tout ça. Et de nouveau, en même temps, c'est des acteurs qui profitent en fait du capitalisme et qui profitent des subventions, mais qui maintiennent des pratiques sociales, de sociabilité, etc. Donc voilà, on peut les appeler comme des formes impures, hétérogènes, comme on veut, mais en tout cas, c'est l'expression d'une certaine forme de changement et de réélaboration et de réinvention en fait, de la tradition. Alors voilà, bon, donc ça c'était un terrain pour moi extrêmement important et à partir de là je pourrais enclencher sur l'étude du cargo et parce que finalement il y a une continuité. Bon, ce sont deux terrains extrêmement éloignés, on est dans l'espace et en termes exotiques, bien qu'au fond le plus exotique de mon point de vue ce fut le travail dans les Alpes, beaucoup plus qu'en Papouasie, malgré toutes les apparences. Ça je pourrais justement revenir là-dessus, mais c'est juste pour retrouver au fond une même problématique qui est celle du changement social.